Bonjour. Donc, on va se retrouver quand même pour une vidéo sur les agents antidiabétiques. Au début, je voulais pas la faire, puis finalement, je me suis dit, allez, on y va. Donc, on va parler de quoi? On va parler de la régulation de la glycémie. Donc, pour rappel, la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang, le taux de glucose circulant dans le sang. Alors, la régulation de cette glycémie par l'organisme est en grande partie liée à la capacité des cellules à absorber le glucose, puisque à quoi va servir le glucose? Ça va être l'énergie qui est distribuée aux cellules. Le fait que ces cellules vont absorber, vont capter ce glucose, ça va faire baisser la concentration dans le sang. Il faut savoir que la glycémie ne peut pas être ni trop basse ni trop élevée, hein, hyperglycémie, hypoglycémie. L'insuline, ça va être l'hormone qui est sécrétée par le pancréas et dont la fonction est d'augmenter l'entrée du glucose dans les muscles, le foie et les tissus adipeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va prendre une autre couleur, voilà. L'insuline, c'est une hormone qui va être sécrétée par le pancréas et elle a pour but d'augmenter la captation du glucose dans les muscles, les cellules, hein, en règle générale, c'est surtout les muscles, le foie, puisque le foie va intervenir à ce niveau-là, et les tissus adipeux en cas d'hyperglycémie. Donc, en fait, ça va être des astuces pour diminuer le taux de glucose dans le sang après, par exemple, avoir mangé. Il y a un autre phénomène, c'est que la polyurie et la polydipsie, littéralement uriner beaucoup et une soif intense, c'est une conséquence de cette hyperglycémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Les reins ne peuvent récupérer tout le glucose filtré qui passe dans les urines et par osmose appelle l'eau de l'urine primaire et provoque une perte d'eau importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en hyperglycémie, on va avoir également une quantité de glucose qui peut passer dans les urines et comme le corps, l'organisme n'aura pas envie ou ne peut pas réabsorber tout ce glucose au niveau des néphrons, une partie va rester dans l'urine primaire et ça va entraîner, par phénomène d'osmose, une augmentation du volume des urines. Donc, en fait, ça va faire qu'il faudra boire plus parce qu'on va perdre plus d'eau. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il faut surtout savoir à ce niveau-ci? C'est ce terme de glycémie qui est relié au glucose, et c'est l'insuline qui va gérer cette quantité de glucose et faire en sorte qu'il ne soit pas trop élevé. Alors, il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, il y aura une absence partielle ou totale d'insuline. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la personne va avoir énormément de difficultés à gérer de l'hyperglycémie et ça va contribuer à l'apparition de différents troubles qui peuvent être relativement importants. Donc, dans ce diabète de type 1, qui est généralement chez les enfants, hein, il y aura une absence partielle ou totale d'insuline qui va conduire à une réduction de la capture de glucose par les tissus sensibles à l'insuline, hein, on a dit par exemple les muscles, et provoquer une perte de poids. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il va provoquer une perte de poids? Parce que, en fait, ces tissus vont réduire la captation de glucose et ça va produire une disparition des amas graisseux et une perte euh, musculaire due à une perte protéique. Alors, ça va produire d'autres choses qu'on verra un peu plus tard. Le diabète qui va nous intéresser énormément, c'est le diabète de type 2, puisque c'est pour celui-là que vous vendez le plus de médicaments. Il représente 90% des cas de diabète et avant on l'appelait le diabète non insulinodépendant.
ou le diabète de l'âge mûr, hein, c'était pour les personnes de plus de 40 ans. Donc, ce diabète va survenir classiquement, principalement chez les adultes de plus de 40 ans, présentant dans 80% des cas une obésité ou du moins un excès pondéral et surtout avec des antécédents familiaux de diabète de type 2. Mais bien entendu, la surcharge pondérale, donc c'est relativement courant, va être le principal facteur d'apparition de ces diabètes de type 2. Alors, chez la femme, cela a parfois été précédé de diabète gestationnel ou plus souvent de gros bébés. Je ne sais pas très bien, j'ai quand même mis comme ça. Alors, si maintenant on va s'intéresser un peu à l'évolution de ce diabète de type 2, parce qu'il apparaît pas comme ça d'un coup, pouf, et puis la personne est diabétique, ça va s'installer au cours de la vie. Donc au début de la maladie, la production d'insuline par le pancréas est normale ou même excessive. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de problématique liée à la production d'insuline, hein, comme le diabète de type 1. Ici, on a une production d'insuline qui est normale. Souvent, elle est excessive parce que c'est lié à du glucose qui est trop de glucose dans le sang. Mais les cellules de l'organisme chargées de capter et d'utiliser ce glucose deviennent insensibles à l'insuline. Donc en fait, ces cellules ne vont plus produire une augmentation de la captation, parce que les cellules peuvent stocker du glucose pour un moment où elles vont en avoir besoin. Et à un moment donné, elles disent non, moi j'en peux plus, je ne capte plus, je ne stocke plus de glucose. C'est le début du diabète de type 2. Donc, les cellules de l'organisme chargées de capter et d'utiliser le glucose deviennent insensibles à l'insuline. D'où on va avoir une hyperglycémie. Donc on dit que le diabète de type 2 est insulinodépendant, mais un traitement à l'insuline peut être nécessaire pour maîtriser cet équilibre glycémique parce qu'on doit parvenir à le contrôler. Le diabète de type 2 va souvent en fait s'associer à d'autres facteurs de risque comme les risques cardiovasculaires, vous vous en doutez. Donc bien entendu, on retrouve notre ami l'hypertension, l'hypertriglycéridémie, donc trop de graisse dans le sang, d'accord, et une baisse du taux de cholestérol HDL, hein, c'est une baisse du taux, comme il l'appelle, de bon cholestérol. Donc on est proche en fait des facteurs de risque qui sont liés aux accidents cardiovasculaires, mais en fait ça entraîne également cette apparition de diabète. Souvent c'est lié, hein. Alors, son incidence va augmenter en conséquence de modifications du mode de vie. Comme je vous l'ai dit, hein, la sédentarité, qui est vraiment l'origine de beaucoup de maux dans notre société, une alimentation hyper calorique, hyper lipidique et trop de sucre, hein, ça va? Jusqu'à présent, ce diabète touchait essentiellement des adultes à partir de la trentaine, mais en raison de l'augmentation du taux d'obésité juvénile, tiens, on se demande bien pourquoi, il touche maintenant de plus en plus d'adolescents, voire d'enfants. Je vous en avais parlé en classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complications au niveau de ce type de diabète? Alors, les complications pour le diabète de type 1, elles sont très graves parce que les gens ne produisent quasi plus d'insuline et ce depuis leur plus jeune âge. Donc, c'est compliqué, c'est très très compliqué pour eux. Pour le diabète de type 2, ça va dépendre du niveau
du diabète, on va voir qu'il y a vraiment différentes gradations dans ce diabète. Donc le diabète peut être responsable de complications métaboliques aiguës caractérisées par un taux de sucre élevé, une glycémie élevée. Ça peut entraîner des comas. Ça va? Ça c'est vraiment et la mort, hein. Ça peut être le plus violent. Alors, on a aussi des atteintes des gros vaisseaux, donc c'est des atteintes macrovasculaires, et ça va favoriser l'apparition d'athérosclérose, si vous voulez. Donc on va retrouver généralement comme complication de l'angine de poitrine, voire des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, et il est conseillé aux diabétiques de faire un électrocardiogramme une fois par an. En fait, on va avoir une augmentation de l'apparition de l'artériosclérose ou de l'athérosclérose, hein. Pour nous, c'est la même chose. Et c'est dû à cette problématique du diabète. Ça, c'est pour les atteintes des vaisseaux, des gros vaisseaux. Donc, c'est les atteintes de type macrovasculaire. Donc, on est sur des infarcts du myocarde, des AVC, des actions ischémiques, hein. Donc, de l'angine de poitrine, voilà, on les retrouve tous, hein. On a aussi des complications de petits vaisseaux microvasculaires. Ici, on va... Donc, c'est la même chose, hein, c'est des plaques d'athérome qui vont se développer dans des vaisseaux, mais ils seront de petite taille. On va avoir des complications au niveau des yeux, donc par la rétinopathie diabétique ischémique, sans formation de néovaisseaux ou par hémorragie. Donc en fait, on va avoir une perte de la vision de façon importante, hein, pour le diabétique de type 1. On peut également avoir des problématiques au niveau du système nerveux. Donc la neuropathie, oh, elle est vraiment moche ma ligne, voilà. Donc on va faire facile, hein. Donc on peut avoir des troubles de la sensibilité, parfois accompagnés de douleurs, principalement au niveau des membres inférieurs. On a également des problématiques au niveau des reins. Donc, vous vous en doutez, ici on est sur des néphropathies et des atteintes au niveau des artères, comme l'artériosclérose. Les conséquences d'un diabète sont fatales s'il n'est pas pris en charge correctement, surtout pour des diabétiques du type 1. Les diabétiques du type 2, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Alors, on va s'intéresser au, au diabète de type 2 pour les traitements. Donc, les diabètes de type 2 associent une diminution de la sécrétion d'insuline par le pancréas et surtout une résistance accrue à l'insuline. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le fait que les cellules ne captent plus le glucose pour en faire des réserves. D'accord? Ils vont juste en prendre suivant leurs besoins. Mais les cellules ne veulent plus obéir à l'insuline qui donne l'ordre, allez, on fait des réserves de glucose, et les cellules disent non, 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 j'en ai déjà eu assez, de toute manière, moi, je ne les utilise pas, je ne fais pas de sport. Donc, le traitement doit être adapté au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Lorsque le diagnostic est posé précocement, l'étape initiale qui consiste généralement à adapter le style de vie. Donc, vous voyez, la première chose, c'est adapter le style de vie. On revient toujours à ça, hein. Donc, modification des habitudes alimentaires, perte de poids, puisqu'on a dit que c'est 90% ou 80% sont liés à la surcharge pondérale, et activité physique régulière, ça va s'avérer suffisant. C'est-à-dire que les cellules vont de nouveau accepter de stocker du glucose parce que on va avoir une diminution de la quantité d'entrée de glucose dans l'organisme via une modification des habitudes alimentaires, mais également une utilisation de ce glucose à travers l'activité physique
régulière. Une perte de poids même limitée à 5-10% et l'activité physique vont permettre d'améliorer le contrôle glycémique. L'adaptation du style de vie garde toute son importance tout au long de l'évolution de la maladie. Alors, quand ces prises en charge ne suffisent pas, généralement ça ne suffit pas, on va devoir avoir un contrôle plus strict de la glycémie, donc du taux de glucose circulant dans le sang, pour diminuer les risques de complications microvasculaires. Donc on les avait vus, ces risques de complications microvasculaires, c'est au niveau des yeux, du réseau nerveux et des reins avec des néphropathies et des insuffisances rénales qui sont relativement graves. Donc, l'effet d'un contrôle strict sur la glycémie va diminuer le risque de certaines complications microvasculaires et macrovasculaires. À ce niveau-là, c'est moins clair puisqu'on est sur des maladies cardiovasculaires et quand l'artériosclérose s'est installée, c'est difficile d'aller contre. Mais les principales causes de décès des diabétiques sont les complications macrovasculaires. Donc, on va avoir, comme vous vous en doutez, pour ces complications, je vais quand même le souligner parce que au niveau de ces complications macrovasculaires, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un mélange de tout. On va avoir un contrôle glycémique au niveau de l'hygiène de vie, mais également un contrôle de la tension artérielle et de la lipidémie. Vous doutez bien de ce qu'on va retrouver chez nos amis les patients. Des statines, de l'Azaflo, peut-être un petit sartan ou un petit antagoniste calcique, et on va voir de la metformine par exemple pour le traitement diabétique ou des agonistes acrétinides qui sont les nouvelles traitements au niveau du diabète. Donc lorsqu'un traitement médicamenteux est instauré, la metformine est le premier choix tant chez les patients obèses que non. On verra pour les patients obèses, il y a une autre solution également. La metformine a un effet favorable démontré sur les complications micro et macrovasculaires. Elle n'entraîne pas de prise de poids et n'est pas associée à un risque significatif d'hypoglycémie et peu coûteuse. Donc, ce traitement de metformine, c'est vraiment un traitement de base et c'est le premier choix chez tout type de patients. D'accord? Il a le gros avantage d'avoir un effet favorable sur les complications micro et macrovasculaires. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de la metformine? On a Metformax. Voilà. Donc qu'est-ce que va faire cette metformine? Elle va en fait augmenter la capacité de glucose par les cellules, la capacité de capture de glucose par les cellules, et diminue la production de glucose hépatique, puisque on a aussi, le foie va stocker du glucose et va pouvoir en libérer. La metformine va diminuer cette activité de libération de glucose. Mais elle ne stimule pas la sécrétion insulinique endogène. Donc on ne va pas toucher aux quantités d'insuline sécrétées par le pancréas. Donc c'est juste de la Metformax, je pense que vous en vendez pas mal. Alors, en cas de contrôle glycémique insuffisant, c'est-à-dire la modification du style de vie, l'utilisation de metformine, on va se donner un second antidiabétique. Et là, le choix va être plus spécifique au patient. On va associer un deuxième antidiabétique. Et le choix se fera en tenant compte du profil du patient, où la fonction rénale et l'existence ou non d'antécédents cardiovasculaires sont des éléments importants. Je n'en sais pas plus, je ne suis pas médecin. Des effets indésirables, surtout sur les prises de poids et les risques hypoglycémiques. Et on peut également avoir un troisième antidiabétique oral
pour essayer de contrôler tout ça. Oral ou sous-cutané, vous verrez maintenant, il y a de bons petits mélanges de médicaments sous-cutanés. C'est ce qui est mis là plus loin. Vous savez bien, je ne connais pas toujours toutes mes feuilles. Donc, chez certains patients diabétiques de type 2, lorsque le traitement oral s'avère insuffisant ou contre-indiqué, la nouvelle mode, c'est un traitement par injection. Et non, on ne va pas injecter de l'insuline. On pourrait, mais on va surtout injecter ces fameux analogues du GLP-1. Et ce sont en fait des analogues d'une hormone, excusez-moi, d'une protéine hormonale, oui, qui va, qu'on appelle la crétine. Je l'ai ici, voilà. Donc c'est des crétinomimétiques comme la dulaglutide, l'exénatide, la liraglutide et la lixizénatide, ainsi que la sémaglutide, sont des analogues de l'hormone incrétine, donc c'est glucagon-like peptide 1. Il s'agit d'une hormone intestinale qui va assurer le contrôle glycémique en ralentissant le vidange gastrique et en diminuant la sécrétion de glucagon par les cellules pancréatiques alpha. Donc le glucagon est l'hormone opposée à l'insuline. C'est une hormone qui va en fait permettre au foie de libérer du glucose. Et donc c'est intéressant puisque si on va en fait ralentir cette sécrétion de glucagon, on va diminuer le glucose, on va diminuer en fait la sécrétion du glucose par le foie, mais on va également augmenter la capture du glucose par l'insuline grâce à la stimulation de sécrétion d'insuline, et ça va également diminuer la vidange gastrique. D'accord? Donc on va en fait allonger le temps de digestion et on va allonger le temps de... On va avoir de moins grosses doses concentrées de glucose. On va le répartir plus longtemps sur la journée. Alors, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils vont s'accompagner d'une diminution du poids corporel. Donc, vous en doutez, pour le diabète de type 2, c'est très intéressant. La seule problématique, c'est que c'est du sous-cutané. Ça va? Donc, ces analogues du GLP-1, c'est des nouvelles molécules, enfin, nouvelles, hein, on s'entend, et ils vont avoir un effet similaire à une hormone. Et cette hormone va jouer sur le contrôle glycémique en faisant quoi? Trois choses. Elle va ralentir la vidange gastrique, diminuer la sécrétion du glucagon et stimuler la sécrétion d'insuline. Le gros avantage de ces cellules, c'est une diminution du poids corporel. Bien entendu, également une maîtrise de la glycémie. Donc on va avoir du Trulicity, du Byetta, du Victoza ou de l'Ozempic. Ozempic, je pense que c'est celui que vous vendez le plus, en tout cas les années précédentes, parce que cette année, vous m'avez assez surpris avec les médicaments. Alors, donc ici on peut aussi souligner ça, hein. Donc les analogues du GLP-1 entraînent une perte de poids et induisent peu de risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire un effet trop important, comme par exemple quand on injecte de l'insuline. Voilà. Alors, il y a un autre type de molécules qu'on appelle les sulfamidés hypoglycémiants et glycémiants. Ce sont des plus vieilles molécules et ils vont diminuer la glycémie en stimulant la sécrétion insulinique endogène. Mais, comme on a vu, dans 30% des cas, l'hyperglycémie reste incontrôlée par ces sulfamidés. Comme ils stimulent la libération de l'insuline par les îlots du bêta du pancréas, les patients doivent avoir des cellules B pancréatiques encore fonctionnelles. Et
En fait, ça arrive, même dans le diabète de type 2, que les cellules B pancréatiques sont quasi non fonctionnelles. D'accord. On va retrouver différents types de noms, comme le daonil pour le glibaclamide. Il y a le glyclaside, l'unidiamicron, le glyquidone, glurénorme, et voilà. Alors, on les a fait. Et au niveau, le dernier traitement, c'est de l'insuline. Donc ce traitement, ça va pour les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2. Donc pour revenir sur mes diabétiques de type 2, bah, on voit que ils vont démarrer par un seul diabétique un seul agent antidiabétique oral, la metformine. Ensuite, on peut en prendre deux ou trois. Donc, on va aller sur des sulfamidés hypoglycémiants, par exemple. Il y en a des autres que je n'ai pas noté parce qu'il y a d'autres familles, mais pour ne pas faire trop long. Et si c'est insuffisant, on va pouvoir adjoindre à tout ça les incrétinomimétiques en injection subcutanée. C'est un peu la nouvelle tendance à l'heure actuelle. Et si ça fonctionne toujours pas, on part sur de l'insuline, des injections d'insuline, ou surtout pour les malheureux qui ont le diabète de type 1. Alors, les préparations d'insuline actuellement disponibles sont produites par la technologie recombinante. Donc, c'est des insulines biosynthétiques. Il s'agit d'insuline humaine ou d'analogues insuliniques dont la structure est modifiée, notamment pour influencer la durée d'action. Donc, on a une durée d'action ultra rapide. Il y a par exemple des insulines Humalog, c'est une insuline ultra rapide, Fiasp. On a des actions rapides, Act rapide, Insuman rapide. On a des durées d'action intermédiaires, Insulatar, Insuman basal et des durées d'action longues comme du Lantus et du Levemir. Voilà, j'espère que ce petit chapitre vous a plu. Je vous souhaite courage pour vos examens et on se voit lundi prochain. Merci.